attention que les différentes dépenses et tout ce qui est financement doit être exécuté, chaque fois est référé au président de la République. De l'autre côté, pour tout ce qui concerne la question liée aux moyens de sécurité, qui dirige l'ANR, bien entendu, on dit que l'ANR et les services civils de sécurité sont dirigés par Kalev, mais Kalev répond de quelqu'un, donc répond du président de la République. Qui dirige les FARDC dans son intégralité, comme je l'ai expliqué, entre Rwandais, Mobutistes, Maïmaï et anciens révolutionnaires, et à qui ils répondent, on a aussi une réponse claire par rapport à cette question-là. Et donc, de cette façon, on a de manière claire que nous sommes dans un système où les deux pôles sont détenus par une personne. Alors, ces deux pôles sont détenus par une personne, ça ne veut pas dire qu'on ne contexte pas le fait que ces deux monopoles sont détenus par une personne. Effectivement, c'est contesté. On conteste de pouvoir arriver à avoir qu'une seule personne puisse arriver à avoir le monopole au niveau des finances et aussi au niveau de l'appareil sécuritaire. C'est là que ça devient intéressant de voir maintenant qui conteste les deux pôles. Ce qui permet de pouvoir voir effectivement maintenant ce que vous pourrez appeler les forces en présence qui sont à côté de la première force telle que je viens de vous le décrire. On a ce qu'on pourrait appeler les partis politiques. Malheureusement, je suis au regret de vous le dire, les partis politiques, malheureusement, dans le contexte que je viens de vous situer, les partis politiques ne contextent pas vraiment le monopole d'un côté ou de l'autre. Malheureusement, ils alimentent, c'est-à-dire ils consolident le monopole. Dans quel sens? On a des partis politiques, que ce soit, je dis bien que ce soit majorité, tout comme opposition, ne participent pas à un mécanisme de contestation, mais participent à un mécanisme de consolidation. D'ailleurs, je suis content que l'abbé l'a aussi abordé de manière claire en disant qu'on n'a pas de partis politiques, qu'on n'a pas d'opposition, qu'on n'a pas d'hommes d'État. Tout ce qui concerne par rapport au pôle financier, vous pouvez regarder dans tous les sens. La plupart des politiciens, qu'est-ce qu'ils font? Ils consolident le pôle, ça veut dire ils amènent des choses pour que le pôle financier soit consolidé, et eux, ils se contentent de quoi? Ils se contentent d'avoir des miettes. Ils se contentent d'avoir des miettes pour pouvoir continuer à vivre et à alimenter le pôle financier. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, on peut parler du pôle militaire. Je vous ai mis les différents blocs tels qu'ils existent au niveau du pôle militaire au Congo. Bien sûr, ces pôles militaires sont de plus en plus contestés aussi par rapport au monopole que détient Kabila sur ce pôle-là. Et qui conteste ce pôle-là? Malheureusement, ce ne sont pas les politiciens qui le contestent. Qui les conteste? Vous allez voir, c'est quoi? C'est les miliciens. Vous avez les Maïmaï à l'est du pays qui n'obéissent pas au système sécuritaire tel qu'il est établi. Que ce soit Maïmaï Mutomboki, Maïmaï je ne sais pas, Maïmaï ceci, Maïmaï cela. On en a dénombré juste il y a la semaine passée par un de mes chercheurs. Nous sommes à plus de 200 mouvements Maïmaï qui existent dans la partie, quand je dis la partie est, donc vous comptez à partir de l'ancienne province orientale et vous descendez jusqu'au niveau du nord Katanga, et chaque coin a plus ou moins un groupe Maïmaï, et chaque tribu a plus ou moins un groupe Maïmaï, soit fictif, soit qui est opérationnel. Et à côté de ces groupes Maïmaï, vous avez aussi les groupes rebelles étrangers qui par moments ont des liens avec différents groupes. Vous avez des FDLR qui ont des fois des liens avec certains Maïmaï ou Mutombo qui est dans le Nord Kivu, mais qui sont en contradiction avec d'autres Maïmaï. Vous avez la LRA qui se dit LRA, des Congolais qui se disent LRA, mais qui ne sont pas LRA, mais qui sont des Congolais, mais qui se disent LRA pour pouvoir exister et contester ce monopole sécuritaire. Un autre mouvement est né dans le Kasaï, dont on parle de plus en plus lié aux origines. Je ne vais pas entrer dans l'origine de cette contestation du régime sécuritaire, que le Kamya Sampou, qui, de manière très claire, et en plus de manière visible, s'attaque non seulement aux forces de sécurité, mais s'attaque aussi aux symboles de l'État et aux symboles du pouvoir. Et en faisant ça, de manière claire, c'est une contestation clairement établie par les milices Kamya Sampou sur le détenteur du monopole de l'appareil sécuritaire. Ça, c'est ce qu'on a au niveau du Kasaï. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a en train de voir? L'évolution, pas que au niveau du Kasaï. Et on va voir ce qui va être intéressant de pouvoir observer par rapport à ce qui est en train de se passer actuellement au Congo, notamment
avec l'attaque des deux prisons, enfin, pas l'attaque, une prison et l'autre où les gens se sont libérés, enfin, évadés, ou je ne sais plus comment il faut dire, si c'est évadé, libéré, ou le vocabulaire devient un peu compliqué à pouvoir qualifier ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que l'on va arriver à avoir, je n'ai aucun doute là-dessus, que l'on va arriver à avoir aussi une contestation dans le Congo central d'un mouvement qui va naître, qui est déjà là, qui existe d'ailleurs, et qui va grandir de plus en plus. Pourquoi ces mouvements vont grandir? Pour la bonne et simple raison que l'appareil sécuritaire, quand vous lui contestez le monopole, il doit chercher à continuer à affirmer ce monopole. Et l'affirmation de ce monopole va l'amener à aller vers une politique de répression. Et la politique de répression va créer un clivage clair, et ce clivage va renforcer le BDK, va le renforcer dans le Congo central dans une dynamique de contestation du monopole sécuritaire. Alors, ce qui est intéressant à pouvoir observer, toujours parmi les forces en présence, c'est sur la question de certaines, je veux dire grosso modo, de certaines personnalités. Certaines personnalités ça vaut la peine de pouvoir maintenant le voir. Donc on a une force en présence que l'on a dénommée. Vous avez un sentiment de contestation, d'une part sur les questions liées à la sécurité venant de ces différents groupes, et on ne peut pas ne pas citer le cas de Moïse Katumbi. Dans quel sens? Pour la bonne et simple raison que Moïse Katumbi ne conteste pas, n'essaye pas de contester le monopole sécuritaire, mais il essaie de contester le monopole financier. Je m'explique en quel sens il essaie de contester le monopole financier. Et la preuve, c'est qu'il arrive à maintenir, tant bien que mal, quelques opposants qui tentent encore de pouvoir résister à l'appel de la consolidation du pôle financier. C'est pas quand je parle de la consolidation du pôle financier, c'est-à-dire il parvient à maintenir un groupe, que ce groupe ne travaille pas dans la consolidation du pôle financier, et que ce groupe continue à résister pour contester le pôle financier. Et ce groupe qu'il essaie d'entretenir, c'est essentiellement le G7, qui, malgré la mort et l'affaiblissement de ces plusieurs leaders, essaye tant bien que mal de pouvoir résister. Et d'autre part, je veux dire clairement un nom, et pas nécessairement un parti politique, Félix Tshisekedi, pour la bonne et simple raison qu'il semble y avoir un accord entre, d'une part, le pôle G7 et Félix Tshisekedi, et c'est pour ça d'ailleurs que l'on a le fait que le rassemblement, maintenant je ne sais plus comment est-ce qu'il faut qualifier, est-ce qu'on est encore dans la dynamique rassemblement, on est dans la dynamique L, parce que maintenant au niveau Congo, on commence à parler des ailes comme à l'époque du feu maréchal, au moment de la transition, elle ceci, Ussoral, etc. Et on est en train d'aller dans cette même dynamique de fragmentation. Et vous allez voir que la capacité que Moïse a de pouvoir maintenir ce groupe dépend de la capacité de résistance de ce petit groupe par rapport à la politique de consolidation du pôle financier. Je ne sais pas si je me fais comprendre de manière claire. Au plus Moïse consolide la résistance du G7 de Félix Tshisekedi pour qu'il ne participe pas à la consolidation du pôle financier, au plus ce groupe va résister. Et si il n'est plus à mesure de pouvoir contester le pôle financier, qu'est-ce qui va arriver? C'est que le G7 et Félix Tshisekedi vont être absorbés et participer à ce qu'on appelle, que j'appelle en politologie congolaise, la consolidation du pôle financier, donc comme les autres partis politiques qui existent aussi bien au Parlement qu'au non-Parlement. Néanmoins, il y a dans toute cette dynamique des forces en présence, il y a quand même un élément qui est important pour ma part, et cet élément-là, c'est la population. C'est la population pour la bonne et simple raison que cette population elle est désabusée non seulement par la majorité, mais aussi désabusée par l'opposition. Et ce peuple qui est là ne sait plus à quel sein se vouer, et la plupart des cas, si vous regardez, vous suivez l'actualité au Congo, c'est assez surprenant. Lorsque les politiciens appellent à une action, quelle que soit cette action, il n'y a pas de réaction. Il n'y a pas de réaction. Mais lorsque elle-même décide de pouvoir faire quelque chose, elle le fait sans qu'il ne puisse y avoir le moindre mot d'ordre. On l'a vécu le 19 septembre, on l'a vécu le 19 décembre, sans mot d'ordre, la population elle-même s'est prise en charge et a
manifesté et il y a eu plusieurs dizaines de tués à Kinshasa. Et lorsque cette opposition essaye de se servir de pilier du ballon population, et là, ça se gonfle vraiment d'une manière spectaculaire. Et quand vous lisez les différents rapports, on vous dit que l'opposition actuellement est essoufflée et est en train d'échouer dans sa dynamique d'affrontement avec le pouvoir. Donc maintenant, les forces sont là. Nous avons le monopole, nous avons la consolidation du monopole, nous avons la contestation qui s'accentue. Mais quelles sont les pistes qu'il y a de sortie de crise? Malheureusement, je ne peux pas être très optimiste, j'ai la conclusion. Je n'ai pas été très optimiste. Les pistes de sortie, il y en a 3. La première, il s'agit de la révolution de la population, c'est-à-dire, grosso modo, on entre dans une dynamique où la population, du fait de la frustration et de la misère telle qu'elle vient de se vivre au Congo, fait en sorte que la population n'en peut plus. Ce n'est ni l'opposition, ni la majorité, mais c'est la population elle-même qui décide à ce moment-là de pouvoir faire table rase et de pouvoir revenir à une dynamique autre. Deuxième piste, la communauté internationale, même si, M. Labbé, je sais que vous êtes allergique à ce concept, communauté internationale liée par le fait de l'intervention de la MONUSCO, c'est-à-dire, grosso modo, c'est-à-dire qu'il y aurait une résolution, une imposition claire à ce que la communauté internationale via la MONUSCO décide finalement d'un calendrier électoral et décide d'un financement des élections d'une manière claire, puisque vous savez que la MONUSCO coûte 1,2 milliard chaque année et les États-Unis sont nos premiers contributeurs. Je ne vais pas entrer dans la dynamique politique au niveau des États-Unis pour dire un peu plus ou moins ce que ça pourrait donner. Ça, c'est une des pistes de la communauté internationale. Deuxième piste de la communauté internationale, qui n'est pas à négliger, qu'il s'agit de la question liée au contexte de sécurité, tel qu'on l'a connu en 1996-97, et pourquoi pas en 2017, on ne serait pas obligé de refaire ce qui a été fait en 1997, donc on puisse le refaire en 2017, c'est-à-dire une nouvelle rébellion quelque part qui pourrait éclater et qui pourra arriver à balayer ce qui est encore sur place, et on reviendrait donc à la dynamique de 2002, 2003, 2004, une transition avec les élections qui seraient organisées par la communauté internationale. Et la dernière, bien sûr, l'histoire du Congo, on a déjà connu. Malheureusement, lorsque l'on a toujours vu qu'il y a eu des blocages quelconques qui ont été constatés dans les différents rapports, des fois, il y a ce qu'on appelle un petit accident qui arrive, et le petit accident qui arrive, on ne sait pas qui est à l'origine de ce petit accident. Et ce petit accident, l'histoire du Congo est assez riche à ce point de vue-là, avec toute une série de noms que vous connaissez, que l'on connaît. Et pour ma part, ce sont ces 3 pistes-là sur lesquelles on est, et je ne vois pas la piste des élections, parce que les élections, pour ma part, ne seront pas organisées ni en 2017, ni en 2018, pour toute une série de raisons. On n'aura pas d'élection. Donc, comme on n'a pas d'élection, si on n'a pas d'élection, nous resterons dans un système de blocage, et que si on ne passe pas par une des 3 pistes, donc nous resterons dans cette espèce de blocage que nous connaissons actuellement. Voilà, je vous remercie. Non, c'est pas grave. Donc je passe la parole directement à notre intervenant, troisième intervenant. Bonjour chers compatriotes. Tout d'abord, je me dois de remercier les responsables, les organisateurs de la CCE qui m'ont donné l'occasion, qui m'ont donné un espace de parole au cours de ce colloque. Et c'est pour moi un grand plaisir de me tenir devant vous pour vous parler, pour nous parler de ce qui est pour nous plus qu'important, ce qui nous inquiète, ce qui nous interpelle, l'avenir de la nation congolaise. Et je voudrais aussi, par l'occasion, vous adresser mes sincères remerciements, vous témoigner ma profonde reconnaissance
pour votre soutien que vous m'avez apporté, de loin ou de près, par vos actions, par vos prières, pendant que j'étais incarcéré dans la prison militaire d'Indolo pendant 3 ans et demi. Mais cela n'est pas le sujet du jour. Si je suis là aujourd'hui devant vous, c'est pour vous apporter un petit témoignage en tant que Congolais de l'étranger, me demandant, est-ce que nous, Congolais de l'étranger, avons-nous droit au chapitre? Et puis ces 10 ans, dans les pays où nous avions été adoptés, dans mon cas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et puis le vécu sur place, alors que nous avons la communauté internationale, la MONUSCO, la CICR. Mais ce que j'ai découvert en prison, je me suis posé la question sur leur présence. Alors qu'au vu et au su de tout le monde, il y a eu une violation flagrante des droits de l'homme. Mais personnellement, j'ai eu la chance du fait que j'étais médecin, que quand je suis arrivé dans la prison militaire d'Indolo, il n'y avait pas de médecin. Il y avait un petit dispensaire et puis des brancardiers. Des gens mouraient tous les jours. Chaque jour au moins, il y avait un mort. C'est à ce moment-là que la MONUSCO et les représentants de la Croix-Rouge internationale sont venus me trouver, que j'ai accepté de soigner. Et qui m'a apporté des médicaments, tous les moyens nécessaires pour faire face à beaucoup d'épidémies en prison. Et c'est là ma seule chance. Mais ce qui est drôle dans mon expérience, qui pourrait être la vôtre, puisque vous devez savoir que tout Congolais étranger, surtout qui est déjà imprégné du goût de la démocratie, est l'ennemi premier du Congo. Puisque dans mon cas, c'est vrai. J'aime mon pays. Je me suis engagé, pas dans la politique comme telle, mais dans mon entourage, dans tous ceux que je rencontrais, puisque j'allais à l'université de Kinshasa, parfois donner cours, parler de la politique, mais parler clairement de ce qui s'est passé, dire ce que je pensais. Ce qui est le cas de parmi d'entre nous ici. Par cette peur, on a monté une histoire. Voilà, il est venu tuer Kabila, on a montré les armes. Et je n'étais pas sollicité dans cette affaire. Il y avait des députés belges avec les noms cités, soi-disant ce sont eux qui m'avaient donné l'argent pour aller espionner, renverser M. Kabila. Malheureusement, ces politiciens qui ont été cités, en l'occurrence Louis Michel, que je n'ai jamais rencontré dans ma vie, et Laurent Louis, l'autre, je ne sais pas qui, 3 députés, qui ne connaissaient rien du tout aussi de cette affaire, personne n'a bougé. Si je suis sorti de la prison, je pense, je suis convaincu que quand tu combats pour une cause juste et noble, même si les hommes ne te lèvent pas, Dieu te lève. Amen. Et c'est pour cela que je suis devant vous aujourd'hui. J'ai vécu des choses incroyables. Et je n'ai pas beaucoup de temps pour vous étaler. Ma question est la suivante. Est-ce qu'avons-nous droit au chapitre? Oui ou non? Puisque les droits naturels, à mon avis, surplombent les droits acquis. Un droit acquis peut être retiré du jour au lendemain, mais un droit naturel reste un droit naturel jusqu'à jamais. Quand vous voyez l'histoire de certains pays comme l'Israël, ce n'est pas les Israéliens qui sont restés sur les territoires qui ont construit l'Israël. C'est les Israéliens de la diaspora. Ils ont vu ce qui se passe ailleurs. Ils se sont dit, notre fierté, c'est que nous ayons un sol. Ils se sont bâtis aujourd'hui, ils ont un sol. Et leurs enfants sont fiers de leur pays.
de leurs parents, de leurs grands-parents qui se sont battus pour qu'ils aient un sol. Je pense que nous aussi, Congolais, que nous soyons belges ou étrangers, d'ailleurs belges, entre guillemets, j'ai 45 ans ici, je sais comment on a enduré pour être ce qu'on est aujourd'hui. Si on n'a pas pris la nationalité par facilité, je n'en sais rien. Et pour que nos enfants, nos petits-enfants, on a dit, soient fiers de leurs origines, qu'ils soient respectés, c'est à nous de nous battre aujourd'hui. Nous avons la chance d'écouter à la démocratie, de savoir ce que c'est la démocratie. Ce n'est pas difficile pour que cela, nous fassions tout et que ça se reproduise chez nous, dans nos pays de pays originaux. Je voudrais vous demander, puisque le professeur Bob a parlé ici de l'international et notre frère à côté, je pourrais ajouter tout petit peu quelque chose là-dessus. Excusez-moi d'employer les termes un peu peut-être vulgaires, mais ne prenez pas ça de façon péjorative. Je dis toujours les grandes puissances économiques, financières, c'est comme des marchands de plaisirs charnels. C'est celui qui a l'argent qui jouit de ses services. Puisque une marchande de plaisir charnel accepte tout le monde pourvu qu'elle gagne son argent. Ça voudrait dire les pays occidentaux, que vous le voulez ou pas, s'accommodent avec tous les systèmes, qu'ils soient dictatoriaux ou démocratiques, pourvu qu'ils trouvent. Ne croyez pas qu'ils voudront que nous ayons la démocratie comme ça, tout ceci, tout le bazar. Nous devons nous-mêmes, les Africains, penser à nous prendre en charge. À l'époque où j'étais petit, quand vous ne connaissiez rien, on vous dit, vous parlez du chinois. Pour se moquer de vous. Mais aujourd'hui, ce que les Européens disent, encore, vous parlez du chinois pour se moquer des gens. Maintenant, ils commencent à parler même les Chinois. Pourquoi, à un certain moment, les Chinois se sont retirés d'eux? Mao a fermé les frontières. On a parlé. Aujourd'hui, qu'est-ce que la Chine est? Nous devons accepter à faire des sacrifices. Nous devons accepter à faire des sacrifices. Malheureusement, la plupart de nous qui ont goûté à la démocratie, qui ont appris beaucoup de choses, qui ont découvert beaucoup de choses, ils se contentent de l'avoir, comme M. l'abbé l'a dit. Ils se contentent de l'avoir. Quand vous lui posez la question, ah, j'ai mes enfants, toi tu vas me nourrir mes enfants. Mais l'amour, c'est quoi? Vous sortez dans la rue, vous mourrez. Après là, vous mourrez de la maladie, de autre chose. Tout le monde est appelé à mourir. Personne n'a le choix de la mort qui va, de la façon dont il va mourir. Non. Mais mourir pour une cause juste et noble, devant les hommes et devant les dieux, est la vraie mort. Quand je dis ça, je ne vous dis pas de vous pousser d'aller mourir comme ça, mais vous devez vous battre. Pour rajouter encore au professeur Bob, quand il parle des alternatives, des solutions, mon point de vue se rapproche au vôtre sur un aspect. Le premier aspect, d'abord je parle du premier aspect, devant l'impasse qu'on a actuellement, cette crise politico-institutionnelle qui est à la base du déroutement de tout le monde, soit on est résigné, on accepte ce type-là, ou soit on va à la communauté internationale, on essaie d'imposer une voie à suivre, la marche vers la démocratie, ou soit c'est l'affrontement. Dans toutes ces options, nous, Congolais, nous devons prendre la grande partie des responsabilités. Ça voudrait dire, je vous ai dit que les Européens, c'est comme, excusez-moi, il y a une pute, c'est celui qui a l'argent qui couche avec. Mais nous devons leur poser la question de savoir. Si vous demandez à la pute, le monsieur qui vient là a une maladie sexuellement transmissible, il va vous donner beaucoup d'argent.
et l'autre n'a pas une maladie sexuellement transmissible, lesquels vous choisissez? Il ne va pas réfléchir 4 fois. Dans les cas de figure par rapport aux Européens ou à l'Occident, puisqu'on sait que tous les systèmes dictatoriaux engendrent la misère, la pauvreté, les mécontentements, puis la révolte. Et devant ça, il y a des réactions. Soit la réaction de fuite, soit la réaction de vengeance. J'appelle la réaction de fuite, par exemple, la migration. On l'a vu en Libye. Ils se plaignent, oui, migration, migration. Ils sont à la base. Ils parlent de terrorisme. C'est une réaction. Il y a la misère, il y a la pauvreté. Et quand vous dites, voilà ça, ils vont vous demander, mais donnez-nous une alternative. C'est pour cela que je vous dis, nous devons être une solution alternative. Nous devons savoir présenter, puisque on ne va pas ces gens-là les balancer comme ça dehors, mais nous devons leur présenter une solution alternative, où les intérêts des uns et des autres sont respectés. Mais du côté congolais, nous n'avons pas une alternative crédible. Quand vous parlez d'affrontement, oui, on nous dit toujours, oui, que le peuple se prenne en charge. C'est une utopie, vraiment une utopie. Comment le peuple va se prendre en charge? Je pense qu'il faut d'abord un leadership. Il faut un leadership qui communique avec le peuple, qui comprend le peuple, qui parle le même langage que le peuple. Vous venez de dire que quand les politiciens demandent d'aller dans la rue, personne n'y va. Mais quand le peuple lui-même décide d'y aller, il y va. Ça voudrait dire que le peuple ne se retrouve pas dans le leader. Il n'y en a pas. Donc, chers amis, tout ce que nous vivons aujourd'hui, nous en sommes nous-mêmes responsables. Et nous-mêmes, nous tenons la clé des réponses. Merci beaucoup.